Oui, d'accord. Oui. Tu dis, où ça? Oui. Mais, non, mais là tu es dans la. Ça, c'est l'aigle. Et là, tu as la queue de l'aigle et tu as Aimons qui est ici, exactement. Tu vois l'aigle avec Altaïr, là. Tu ne reconnais pas les constellations? Tu as le dauphin, l'aigle, tu sais, tu as Altaïr qui est là, puis tu as les deux bras qui sont là, puis l'autre qui est là-haut, quoi. Et Aimons qui est ici. Donc, non? Tu ne reconnais pas? Ouais. Ok, donc je vais commencer là. Donc, alors bon, je vais parler un peu d'un sujet qui fâche. Alors, il y a un aspect curiosité quand même. On est là pour regarder le ciel et voir ce qui se passe. Donc, genre, en même temps aborder un sujet qui fâche et puis un peu avec l'amusement pour l'instant qu'on a à regarder ça. Mais on verra que bon, il y a un moment, comme je disais à certains, les premiers trains qui passaient, tout le monde des troupeaux de vaches les regardait passer, c'était amusant. Puis après ça, ceux qui habitent à côté d'une ligne TGV, ils ne s'amusent pas à les regarder passer toutes les 5 minutes. Quoi. On va parler un petit peu de ce problème-là. C'est-à-dire que les satellites, quand Sputnik a été lancé en 1957, tout le monde était à l'affût pour entendre du bip bip. Maintenant, comme on voit, donc ça c'est une photo que j'ai prise, ça fait déjà un peu plus d'un an, donc un train de satellites d'Starlink. Donc on les voit qui sont tous avec le là, qui défilent et on voit qu'ils sont comparables aux étoiles les plus lumineuses du ciel. Hein. Là c'était Altaïr, donc une étoile qui est une des plus brillantes du ciel. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on parle de... ceux qui lancent ce genre de satellites parlent de constellations de satellites, mais pour nous ce sont des fausses constellations. C'est vrai que ça fait parfois, et on verra, ça sera peut-être pire que les constellations qu'on a actuellement. Et puis bon, les vraies constellations, c'est celles qui nous intéressent. Ouais. Moi je préconise le terme flotte de satellite. Oui, ouais. Alors, je ne sais plus si j'ai mis quelque part, j'ai transformé les deux ailes en un autre mot, mais... Alors, la question basique derrière tout ça, c'est savoir, est-ce que ce qui nous intéresse, c'est faire de l'astronomie un peu virtuelle, à la manière de cette image qui est prise en haut à droite, hein, qui paraît assez jolie, c'est les dentelles du cygne. Ce soir, on pourra vous montrer les dentelles du cygne. Vous verrez que les dentelles du cygne, ça ne ressemble pas exactement à ça. Il y a plein d'étoiles. Alors évidemment, avec le traitement, on peut enlever tout ce qui est rajouté. Hein. On peut enlever les étoiles, on peut enlever les satellites. Mais concrètement, quelqu'un qui fait une photo du ciel, la nébuleuse de l'Aigle, aussi qu'on peut regarder ce soir, là, c'est un amateur qui a fait ça donc il y a un peu plus d'un an. Voilà sa photo brute. Il n'a pas cherché à enlever toutes les traînées satellites. Et quand il va poser plusieurs minutes, voilà ce que ça donne. Quand on faisait la photo argentique il y a une trentaine, quarantaine d'années, on évitait les grains de sable qui font des rayures sur les pellicules. Maintenant, on a des capteurs donc, électroniques, on n'a plus ce problème-là, mais on a quand même des rayures sur nos images. Quoi. Évidemment, après ça, certains vont nous dire ici, j'ai pas un Internet rapide, j'ai le téléphone qui ne passe pas, donc comment on fait pour avoir Internet? Elon Musk va vous dire, je vous propose une station de réception Starlink. Mais il faut choisir, soit on veut avoir Internet partout et ne plus observer le ciel, soit il faut quand même aussi faire un petit peu le pendant des choses. Quoi. Donc, je vais vous parler un peu des projets. Alors, tu vois, là, j'ai gardé le terme constellation, mais j'ai remplacé 2 L par RN, des consternations de satellites. Et où est-ce qu'on en est pour les projets actuels? Alors, à chaque fois, je vais vous mettre des photos que j'ai prises. Alors, certaines sont prises en région parisienne, donc avec un ciel qui est loin d'être aussi beau que celui de Val-d'Rôme. Et quelquefois, on voit presque mieux ces satellites que les étoiles qui sont derrière. Quoi. Donc, j'ai essayé de faire une mise à jour. J'avais fait une présentation l'an dernier. Et ça nous permet de voir où est-ce qu'on en est. Alors évidemment, quand on parle de satellite pour Internet depuis l'espace, hein, c'est l'objectif en général. En premier lieu, on pense à Starlink, qui sont les premiers à avoir mis le pied, entre guillemets, dans ce sujet-là, avec donc, la constellation. Donc Starlink lancé par la firme SpaceX à la tête de laquelle on a Elon Musk, avec des fusées Falcon 9. Donc ces fusées il lance et les récupère, et parfois, 3 semaines après, il peut les réutiliser. D'ailleurs, il en profite un petit peu pour tester ses fusées. Là, ces derniers temps, il était au 16e réutilisation du premier étage. Et il lance des Starlink parce que quand on en lance 5000, si on en perd 50, c'est pas trop grave. Si c'est une charge utile scientifique plus lourde comme le James Webb, là, on ne se permet pas de prendre de risques. Donc, son projet, là où on en est actuellement, c'est donc qu'il envoie des satellites sur différentes orbites. Donc, je vous ai mis l'altitude. Donc, ils vont mettre 1584 à 550 km d'altitude sur une orbite inclinée à 53 degrés. Donc, ça veut dire que
En fait, ce satellite va passer sur toutes les latitudes, au-dessus de toutes les latitudes de la Terre, comprises entre moins 53 et plus 53, ce qui couvre l'essentiel, en gros, de la population ou des zones à viser. Donc, cette partie-là, donc cette première phase, en gros, ben, on y est. Maintenant, il y en a eu 1727 de lancés, et bon, il y en a 1468 en opérationnel, c'est à peu près le nombre. Ensuite, il y a eu la deuxième phase, donc c'est à peu près le même nombre, légèrement plus bas, 53,2. Là, on est à 1569 opérationnels. C'est à peu près complet. Donc déjà, ces deux premières, je dirais, ensemble de satellites, on a en gros 3000. Donc c'est pour ça qu'ils offrent déjà donc, ce service Internet. Et après ça, donc, il y a les phases suivantes où on approche de la complétude en gros de ce projet-là. Donc avec des satellites sur des orbites inclinées à 97 degrés, ça veut dire qu'ils vont quasiment couvrir les pôles. Ça, c'est pour éventuellement, en Antarctique, pour que les manchots empereurs ils puissent avoir Internet. J'exagère. Et puis à 70 degrés, bon, voilà, à 70 degrés, on couvre aussi des latitudes un peu plus élevées. Et donc, alors, je ne vais peut-être pas en reparler, mais peut-être le dire maintenant, c'est qui donne l'autorisation de faire quoi. Globalement, les États ont signé des accords d'utilisation pacifique de l'espace. Ça, ce n'est pas considéré pour l'instant comme une utilisation agressive, hein, donc il n'y a personne qui est... Et après ça, au niveau des États, chaque État donne l'autorisation à une société de lancer autant qu'elle veut de satellites. Pour l'instant, il n'y a pas de limitation en nombre. Le seul accord qui est donné, c'est d'utiliser les domaines de fréquence qui permettent de communiquer avec le sol. Parce que là, ça se bouscule énormément. Heureusement qu'ils ne communiquent pas en visible avec des faisceaux laser, parce que sinon, ça serait un feu d'artifice 24 heures sur 24. Hein, mais j'en parlerai un petit peu du domaine radio, mais c'est assez problématique. Et dans ce cadre-là, là, j'ai mis une date butoir de mars 2027. Ça veut dire qu'il a fait une demande d'autorisation, donc Elon Musk, pour cette constellation-là. Donc, pour une première phase, je ne sais plus combien on est, à peu près 5000 satellites, pour utiliser le domaine de fréquence. Et on lui dit OK, à condition que vous l'utilisiez effectivement à l'échéance de mars 2027. La deuxième phase pour laquelle il a eu l'autorisation, c'est 7500 satellites à plus basse altitude, 340 km. L'idée, évidemment, d'être un peu plus près du sol pour communiquer encore plus rapidement Internet. Et avec donc après ça, donc des inclinaisons entre 42 et 53 degrés pour couvrir un peu tout le monde. Et donc là, pareil, c'est la phase 2, et donc jusqu'à novembre 2027, il faut qu'il en ait mis, je crois, au moins la moitié en place. Et on en est actuellement à peu près à 800 lancés. Et dans cette deuxième phase, il est passé à des satellites un peu plus gros. Les premiers, je vous mettais ces satellites, le tout premier faisait 260 kg, ensuite l'ordre de 300 kg. Alors là, il arrivait à en lancer une cinquantaine par lancement, donc avec une capacité de l'ordre de 15 à 16 tonnes. Les suivants, ils font 800 kg, donc à 16 tonnes, on n'en lance que 20 à 22. Donc c'est ceux qu'on a vu passer d'ailleurs ces derniers soirs. Mais on va voir que, point de vue nuisance, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, l'état actuel des choses, lors des rencontres Astrociel de l'an dernier, donc au mois de juillet 2022, il y en avait eu 2858 de lancés, il y en avait 2558 en orbite. Un peu plus d'un an après, donc j'avais fait le bilan au 4 août. Alors, je mets une petite étoile parce que moi, je suis parti, en gros, le 7 août, le 7 août au soir, je ne me suis plus connecté. Mais il y a eu un lancement le 7 août, un le 8 août et un le 11 août. Donc, depuis, on n'est plus à 2880 lancés, mais on doit être à quelque chose comme 4950 à peu près, donc, ou un peu plus. Donc, on est quasiment à 5000 lancés. Et donc, 4540 en orbite, soit à peu près 2000 de plus que l'an dernier. Donc, il a lancé 2000 satellites en un an. Donc, vous voyez, en moyenne, ça fait quoi? Ça fait 6 satellites par jour, quoi. Et ça n'est que le début, quoi. Et donc, tout ça, c'est pour atteindre les 12 000 pour lesquels il a eu, en gros, l'autorisation. Parce que sa demande, c'est d'en rajouter 30 000 de plus. Il y a un autre concurrent qui est opérationnel, si on veut, mais qui est beaucoup plus discret parce que ces satellites sont à 1200 km d'altitude, c'est OneWeb. Donc, lui, l'organisme visait à avoir 648 satellites sur une orbite inclinée à 87 degrés. Et puis ensuite, en rajouter 128 sur une orbite un peu moins inclinée. Mais 87 degrés, en gros, on passe au-dessus des pôles, on passe au-dessus de tous les territoires aussi. Hein, Et actuellement, on en est à 536 lancés, donc 516 opérationnels. Alors, ils ont eu quelques soucis, c'est qu'au début, il est lancé avec les lanceurs Soyuz Fregat. Et puis, le dernier lancement qui était prévu l'an dernier, c'était 3 jours après le début de la guerre en Ukraine. Alors, OneWeb, qui est opéré par les Anglais et puis d'autres, évidemment, n'était peut-être pas du très bon bord. Donc, résultat, le lancement a été annulé.
Donc ils ont dû chercher d'autres lanceurs. Et il y en a qui ont été lancés par les Falcon 9, c'est-à-dire que par les fusées d'Elon Musk. Et puis les derniers ont été lancés aussi par le lanceur d'orbite polaire indien pour compléter leur constellation de satellites. Mais comme on verra, à 1200 km, ils sont, pour nous, amateurs, moins gênants, mais pas forcément toujours. Et puis ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que les projets... Oui. Les objectifs entre Starlink et OneWeb, c'est les mêmes ou Oui, alors dans les deux cas, c'est de l'Internet. L'Internet par satellite. D'accord. Mais comment ça se fait qu'il y a un tel décalage dans le nombre de satellites qui sont entre les deux? Alors, je connais pas le détail, j'ai pas été demander leur brochure, mais c'est souvent des questions à la fois de débit et puis de latence. Donc, et puis après ça, peut-être aussi du coût qui est proposé qui va pas être le même, quoi. Parce que quand on veut lancer 40 000 satellites, ça coûte plus cher qu'en lancer 1000, quoi. Moi, Oui. j'avais aussi une petite question. Quand tu dis ils ont eu l'autorisation de lancer autant de satellites, qui donne ces autorisations? Bah, c'est ce que j'ai dit au début, c'est l'autorité de régulation américaine. Parce que Elon Musk, c'est une société américaine. On leur a dit, d'accord, c'est pour ça qu'ils ont le droit d'utiliser un domaine de fréquence. On leur a dit, vous pouvez utiliser ce domaine de fréquence pour 12 000 satellites. Donc c'est les Américains qui donnent l'autorisation pour tout l'espace. Non, les Américains donnent l'autorisation pour les sociétés américaines. OneWeb, alors je ne sais plus OneWeb qui, et puis les Chinois, c'est les Chinois qui donnent l'autorisation aux Chinois. Parce que voilà, dans les autres projets, donc Starlink, après ça, là j'ai mis pour arriver pour l'instant dans le détail. Alors ça, c'est ce vous trouverez d'ailleurs sur le site de Jonathan McDowell, qui essaye tant bien que mal de recenser tout ce qui existe. Donc la génération 2, alors les Starlink G2.2, c'est là ceux qui font 800 kg, c'est les petits satellites de version 2. Les gros, on verra, ils feront 1250 kg et des panneaux solaires, je ne sais plus quelle taille, encore plus gros, quoi. Et OneWeb a un deuxième projet à 6400 satellites, toujours à 1200 km, quoi, donc d'altitude. Et après ça, donc, dans les projets qui devraient voir le jour assez rapidement, il y a Kuiper, donc d'Amazon. Hein, évidemment, Amazon, c'est Jeff Bezos, c'est vraiment un concurrent direct de la conquête de l'espace, si on veut, face à Elon Musk. Donc lui, il a eu son autorisation. D'ailleurs, il faut qu'il les lance avant juillet 2029. Et donc 1600 d'ailleurs, il doit utiliser la bande, pour utiliser la bande Ka de communication, il doit avoir tout lancé avant juillet 2029 et au moins la moitié avant mi-2026. On approche. Son problème à lui, pour l'instant, c'est qu'il veut utiliser des lanceurs dont aucun n'a encore volé. Donc, il y a le Vulcan Centaur qui devrait... bon, il y a les Atlas qui volent actuellement, mais qui va prendre le relais. Donc là, il devait faire... le lanceur est quasiment prêt. Ils ont déjà fait des essais sur pas de tir. Ariane 6, bon, bah voilà, les Européens, il faut quelquefois trouver un moyen de faire rentrer de l'argent. Et New Glenn, c'est le lanceur d'Amazon, donc de Blue Origin, mais bon, pour l'instant, on a vu des projets, ils ont peut-être fait une maquette, mais le lanceur n'a pas encore décollé, hein, on n'a pas encore vu même monter, quoi. Et donc lui, c'est 3200 satellites. Et puis après ça, bon, bah, plus on va à longue échéance, et puis des projets qui sont plus ou moins fermes. Alors, évidemment, il y a les Chinois, eux, donc ils ont aussi leur projet à 13 000 satellites. Donc eux, ils se donnent l'autorisation de lancer leurs satellites. Hein. Bon, tant que c'est pacifique, les autres n'ont pas à se plaindre. Alors là, ils n'en ont pas encore lancé, mais il y a une autre constellation, la Yin-E, pour laquelle ils en ont déjà lancé 8. Il y a un projet de 1000 satellites. Alors on est toujours à peu près au même niveau. Hein. Vous voyez, 590, 500 km, d'autres 1145. C'est typiquement entre 350 et 500 km ou plutôt autour de 1200 km. Après ça, il y a d'autres projets. Alors, je ne les ai pas tous listés. Il y en a encore plus délirants. Je ne sais pas par contre quelle est la taille des satellites. La eSpace, c'est 337 000 satellites. Hein. Quand on fait total, c'est 540 000 satellites. Hein. Sachant qu'actuellement, donc Elon Musk, il a lancé près de 5000 satellites. Donc c'est 100 fois plus. Donc vous avez imaginé multiplier les problèmes qu'on va voir après par 100 par rapport à ce qu'on a actuellement. Ils vont diminuer le poids de la Terre. Hein. Pardon ? Avec tout ce qu'ils prélèvent pour les enlever, ils vont diminuer le poids de la Terre. Oh, ça reste en orbite, hein, donc c'est et puis ça retombe. Alors on va en parler. Donc voilà, donc les Starlink. Alors ça c'est quand ils les lancent, c'est la version 1.5 par paquet de 50 à 60. Donc ils sont complètement repliés. Là ils sont empilés les uns sur les autres. Là il y en a à peu près 60. Et en fait on a une base qui fait de l'ordre de 3 mètres par 1,50 m qui est relativement plate, sur laquelle il y a les antennes de communication avec la Terre. Il doit y avoir les propulseurs ioniques. Parce qu'en général, il va les lancer
à 350 km d'altitude et ensuite ils vont monter d'eux-mêmes à 550. Quoi. Et sinon, après ça, donc, ils déploient un panneau solaire qui, pour les Starlink de version 1.5, fait de l'ordre de 25 mètres carrés. Donc ça, c'est les 1.5. Version 2, donc on passe d'un panneau solaire qui fait 23 mètres carrés à 2 panneaux solaires dont le total fait 105 mètres carrés. Donc évidemment, les satellites, au lieu de faire 300 kg, ils font 800 kg. Donc, et la version, ça, c'est ce qu'ils appellent la version 2 mini. Après ça, on parle de la version 2 définitive, qui est quasiment la taille d'un satellite de communication qu'on met habituellement sur l'orbite géostationnaire. 1250 kg et 260 mètres carrés de panneaux solaires. Alors, évidemment, ça a de la puissance, comme ça, là, il peut vraiment arroser, mais on verra que les panneaux solaires qui sont grands dans l'espace, c'est un petit peu ça qu'on voit ici, comme sur cette photo qui a été prise. Donc, ça, c'était le 11 août, c'était quand? Je ne sais plus quel. C'était le 11 août au soir. Donc, voilà, ils ont été lancés le matin à 7 h et à 10 h du soir, on les a vus passer. Donc, là, il y en a 22 en fait, parce qu'il y en a un qui est un peu plus brillant. Ici, en fait, il y en a deux qui sont très proches. Voilà, j'ai mis le 11 août. Ouais. 11 août passage à 22 h 10. Alors, ceux-là sont lancés sur des orbites pour l'instant inclinées à 43 degrés, ce qui fait que ceux qui sont dans le nord de la France ne les voient pas trop. Mais bon, on aime bien profiter du sud et du ciel qu'on a ici et ils passent quand même assez haut dans le ciel. Alors après ça, voilà, donc là j'avais récupéré un peu les publicités que propose SpaceX. Alors c'est l'an dernier, je sais que les prix ont diminué. Donc bon, là 150 lancements, c'était il y a un an, maintenant on est quasiment à 200 lancements. Voilà, 2400 satellites, maintenant on est quasiment à 5000, donc en un an. Et ils annonçaient déjà 250 000 utilisateurs. Alors, à l'époque, donc il y avait le prix de Starlink proposé, c'est qu'il fallait en gros acquérir la station de réception pour 600 $, et l'abonnement était à 110 $ ou 99 € parce qu'il y avait aussi un prix pour les Européens par mois, quoi. Avec un débit annoncé entre 50 et 250 mégas par seconde et une latence de 30 millisecondes. Alors pour comparaison, quand on a la fibre en France, c'est 40 € par mois. On a 50 à 300 gigabits par seconde, et une latence qui est 3 fois moindre. Donc, si on a la fibre, c'est pas la peine d'aller payer 10 fois plus cher à Elon Musk. Et puis il y avait l'option business, c'est pour avoir donc voilà, un meilleur débit. Là, c'est 2500 $ et puis 500 $ par mois. Alors, je crois que depuis, ils ont baissé les prix. On est plutôt peut-être dans les 60-70 $ par mois ou euros. Donc, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour eux. Hein. Mais voilà un petit peu. Et donc, les OneWeb, alors là, c'était une image un peu plus ancienne. Alors, les satellites sont quand même pas mal plus petits parce que le corps du satellite fait de l'ordre de 1 mètre et les panneaux, ils font de l'ordre de, en gros, 2 fois 1 mètre carré ou un peu plus. Donc et puis, ils sont à 1200 km d'altitude. Donc, on verra qu'ils sont nettement moins brillants. Et ils étaient lancés par Grab de 36. Donc, par des Soyuz, mais après ça, bon, ils ont pu les lancer sur d'autres lanceurs aussi. Hein, donc. Et puis, alors là, je vous ai parlé de l'Internet par satellite. En plus de ça, il y a les projets de la téléphonie par satellite, 4G, 5G. Donc pour l'instant, il y a un prototype qui a été lancé, c'est celui qui est là. Donc là, c'est AST Space Mobile, donc il appelle ça Blue Walker 3, qui a été lancé, donc, je ne sais plus, c'est vers l'automne, ou même il y a un peu moins d'un an. Il a été lancé quoi, le 10 septembre 2022, ouais, ça. Avec un prototype, donc l'antenne, alors c'est l'antenne de communication, il faut une grande antenne aussi, là c'est surtout pour communiquer. Donc vous avez l'antenne déployée ici, vous avez les gens pour donner l'échelle, ça fait 64 mètres carrés. Alors vous me direz, finalement par rapport au panneau solaire et Starlink, c'est à peu près comparable. Simplement, cette antenne, il faut qu'elle soit dirigée vers la Terre, donc elle va être forcément souvent plus brillante. Tandis que le panneau solaire, on le dirige vers le Soleil, pas forcément vers la Terre. Donc concrètement, à partir du moment, alors l'antenne est bien repliée au départ parce que ça tient là-dedans, vous voyez. Mais quand ils l'ont déplié, on a pu voir, alors là, je n'ai pas regardé ce qui passe, mais quand il passe le soir, on peut le repérer facilement. Hein. Il y a entre magnitude 1 et 2 quand on voit passer. Donc à peu près, comme est plus brillant que l'étoile polaire, mais voilà, bon, brillant comme l'étoile polaire, donc c'est quand même brillant, ça se voit dans une ville, même en plein Paris, quoi. Mais ça, c'est le prototype, parce que la version Bluebird, l'antenne, elle fait 450 mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'on va quasiment multiplier par 10 donc la surface. Donc, la luminosité va être… on va passer à quelque chose aussi brillant que quasiment Sirius, quoi. Et ils veulent en lancer 160.
Donc vous aurez 160 étoiles Sirius dans le ciel. Donc là, ça va dessiner d'autres constellations, quoi. Alors c'est un prototype, voilà. Et on est toujours en géostationnaire. Non, justement, on est en orbite basse. En géostationnaire, vous en avez qui sont grands. Pour le téléphone. Pardon? Pour le téléphone. Ce projet-là, donc, je ne sais pas si j'y ai mis, voilà, orbite 52 degrés, 550 km d'altitude. Ah oui, on ne peut pas être en orbite géostationnaire parce que la latence en orbite géostationnaire, c'est-à-dire qu'on dit allô, et puis il faut attendre que le signal soit transmis, et puis voilà, il y aura une latence quasiment d'une seconde, tant que. Voilà. Donc pour tout ce qui est autant l'Internet que la téléphonie, il faut être en orbite basse. Ça 100 km, ça va, la lumière va très vite. Quand on est à 36 000 km, l'aller-retour, ça commence à compter un petit peu. Je ne comprends pas l'intérêt d'une latence si faible pour la téléphonie. Pour la téléphonie, s'il faut 0,2 secondes déjà, rien que pour. Ça va? Oui, mais après ça, D'accord, mais on s'y habitue, on y est habitué avec le téléphone international. Internet, on comprend l'intérêt de la latence. Oui. Pour piloter des drones de guerre. Oui. Mais là, je vois pas. Je ne connais pas le détail de leur projet, mais j'imagine qu'après ça, bon, j'ai pas tout le détail. Il y a cette partie latence et puis aussi la partie évidemment de flux de données. Quand tu es à 36 000 km, tu perds vraiment en flux parce que si tu es 70 fois plus loin, comme le carré, donc tu perds un facteur 500 en puissance, quoi. Alors voilà, je me suis amusé à faire une simulation de ce qu'on peut voir au télescope. Alors, j'ai vu récemment qu'il y en a qui ont publié une image justement du Bluebird. Ça ressemble à peu près à ça. Alors là, c'était une simulation, mais ça ressemble vraiment à ça. On voit le truc. Alors, il est en partie éclairé, donc il n'est pas uniforme. Mais en dimension comparée à la Station spatiale internationale, l'ISS, ça donne à peu près ça. Donc, l'ISS, c'est une vraie photo. Là, c'est une photo que j'ai prise au début du séjour de la Station spatiale chinoise, là, qu'on voit le soir, parce que l'ISS passe de jour. Donc, elle est plus petite que la Station spatiale internationale ISS, mais c'est un objet brillant comme la magnitude 1 à 2, voilà, typiquement, voilà, non, même plus brillante, moins 2. Donc, un peu plus brillante d'ailleurs que ces antennes-là. Et puis, bon, les Starlink nouvelle génération, à l'échelle, ça devra donner ça, quoi. Donc, bon, là, j'en ai dessiné que quelques-uns, mais vous imaginez qu'on en aura. Donc, si vous avez un télescope qui suit, si ça vous amuse, là, par contre, c'est un peu d'amusement, on peut arriver à. Maintenant, les satellites, ça ne sera plus que des petits points, c'est-à-dire que même au télescope, on pourra voir la forme. Alors, un petit résumé sur les différentes orbites. En gros, après ça, il y a des qualificatifs que j'ai mis moi, j'ai pris un petit peu des largesses par rapport à ce qui est officiel. Hein. Tu me rectifieras, hein, Fabrice, s'il faut. Donc, en gros, il y a ce qu'on appelle LEO, le Low Earth Orbit, qui en gros va on va dire de 200 à 2000 km. Donc, vraiment très bas, 200-300 km. C'est là souvent où la plupart des satellites vont être largués par leur lanceur avant de rejoindre leur orbite définitive. C'est-à-dire que là, on est suffisamment hors atmosphère pour pas qu'il y ait un freinage immédiat. Sauf parfois quand il y a un peu d'activité solaire et puis Elon Musk, à un moment, il ne s'est pas méfié. Il a fait un lancement, ils allaient larguer à 250 km d'altitude et 48 heures après, ils sont tous retombés dans l'atmosphère. Parce que suite à une éruption solaire, le freinage atmosphérique était plus important et ils n'avaient pas assez anticipé et donc ils ont brûlé l'atmosphère. Il y a eu un lancement comme ça, enfin brûlé, il y en a je sais plus 40 sur 50 qui sont retombés, quoi. Voilà, alors après ça, donc voilà, ces orbites de transfert et la durée de vie donc est très courte parce qu'on a quand même un freinage atmosphérique qui fait qu'un objet qui est entre 200 et 300 km d'altitude, au pire en quelques années, il va retomber dans l'atmosphère, surtout si en période de soleil actif, le freinage est plus important. 450 à 600 km, en gros, voilà, c'est la plupart des distances visées parce que là, on a une durée de vie qui va être typiquement de 10 à 30 ans. Ça dépendra un peu du type de satellite, hein. C'est l'altitude à laquelle on va trouver la Station spatiale internationale, la station chinoise de télescope spatial Hubble. Et donc, certains comme Hubble ou l'ISS ou les stations spatiales chinoises, de temps en temps, il y a. Hubble, maintenant, ça fait un bout de temps, mais quand il y avait des missions de service par la navette spatiale, à un coup de moteur pour remonter un petit peu sur l'orbite parce qu'il y a un peu de freinage. Alors, les satellites type Starlink et tout ça, ils ont sans doute un freinage atmosphérique beaucoup plus important parce que le rapport entre leur section, leur taille de panneau solaire et puis leur masse est très grand. Donc, ils ont une durée de vie plus courte. Mais en fait,
À la limite, ça ne les dérange pas trop parce que d'un point de vue technologique, ils ne visent pas ce qu'ils vivent plus de 5 ans, quoi. Et quand ils sont fabriqués en masse aussi, la fiabilité n'est pas forcément la même. Et ensuite, il y a les orbites au-delà de 800 km où là, carrément, la durée de vie, elle peut se mesurer en siècles. Donc, un objet qui est mis là-haut, bah, il ne va pas retomber. Donc, ça va faire, bon, on va voir après ça, donc risque d'accumuler les épaves lorsqu'elles tombent en panne, quoi. Et c'est donc ce qui est visé par certaines constellations de satellites. Et donc, à l'inverse de l'orbite basse, on a l'orbite haute, donc l'orbite géostationnaire qui se trouve à 35 800 km de la surface de la Terre. C'est là qu'on met les satellites géostationnaires. Donc là, évidemment, ils y restent ad vitam aeternam, mais d'un autre côté, ils circulent tous dans le même sens, à la même vitesse. Donc le risque de collision est moindre là-bas. C'est plutôt un risque d'embouteillage, mais sans collision. Vraiment, il faut arriver à ne pas être trop près les uns des autres. Alors, du côté autant de l'Agence spatiale européenne que la NASA, c'est le NORAD, je crois, il y a un recensement des satellites et des débris de satellites. Parce qu'on va voir le problème ensuite, c'est que s'il y a des collisions, il y a des débris. Donc, le nombre de satellites lancés, alors avant de venir, là, je n'ai pas eu le temps de voir quelle a été la mise à jour, mais on doit approcher actuellement à plus de 10 000 satellites en orbite, dont 8 000 opérationnels, dont la majeure partie, ce sont des Starlink d'ailleurs, plus de 50%, ce qui doit représenter quasiment 11 000 tonnes à peu près, dont plus de 13% qui sont des Starlink. Après ça, il y a aussi beaucoup de… Oui, il y a une question. L'orbite géostationnaire. Oui. Si il y a des embouteillages, comme tu dis, s'ils décident d'en mettre un 200 km plus haut, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche ça Alors, justement, c'est ce qui est fait actuellement, c'est que quand un satellite devient hors d'usage, ils ont tendance à le reculer d'1 ou 2 km, pas forcément 200 km, mais de quelques kilomètres, en tant qu'orbite cimetière, si on veut. Parce que cette orbite-là n'est pas utilisable en tant que géostationnaire, parce que il faut être… Alors là, j'ai mis 35 800, mais on peut calculer, c'est 35 796, c'est vraiment au kilomètre près. Si vous êtes un peu plus loin, le satellite, il ne va pas mettre 23h56 minutes et 4 secondes pour faire un tour autour de la Terre, mais un peu plus, 24 heures, c'est-à-dire qu'il va dériver. C'est des orbites dérivantes, c'est-à-dire que le satellite, il tourne un peu moins vite, donc il ne sera plus géostationnaire, il ne va pas rester au-dessus de vous en permanence. Donc, ce n'est plus utilisable scientifiquement. Mais ça sert, voilà, maintenant, c'est ce qui est utilisé. Comme ils ne peuvent pas les faire retomber sur Terre quand on est beaucoup trop loin, mais ils les mettent un peu plus loin, quoi. Voilà, alors le nombre de satellites et de débris, parce que je ne sais plus si j'ai mis avant, j'ai oublié de mettre que les débris, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est recensé, c'est tout ce qui fait plus de 10 cm en gros. Donc en 2022, maintenant, ça se trouve, on approche les 40 000. Il y avait 40 000 objets de plus de 10 cm dont on connaît la trajectoire. Et si on va sur des objets 10 fois plus petits, on va multiplier par un facteur plus que 10, on doit être autour de 1 million d'objets de plus d'1 centimètre. Alors évidemment, le problème, c'est un objet de 1 cm à ces altitudes-là, et il voyage à 28 000 km/h. Donc, c'est plus qu'un projectile. Une balle de fusil, c'est 3 000 km/h. Là, on est à un facteur 10 près, donc ça fait des dégâts. Et puis, donc voilà, moins graphique aussi qu'il faudra mettre à jour. Donc, vous avez le nombre total d'objets, le nombre de débris, et puis le nombre… Après ça, il y a aussi souvent, en rouge, là, c'est les restes de dernier étage de fusée, parce qu'en général, la fusée qui va larguer le satellite, elle le largue au moment où il est à la bonne vitesse pour rester en orbite, mais le troisième étage, lui aussi, il a la bonne vitesse pour rester en orbite. Donc, dans beaucoup de cas, il y a des objets qu'on voit le soir qui sont très brillants, en fait, c'est des troisième étages de fusée. Hein. Et ça peut faire aussi des gros débris, quoi. Et donc, voilà les charges utiles. Donc 2020, c'est le début des Starlink, alors maintenant, je sais pas où on est. Et il y a aussi les événements un petit peu indésirables, volontaires ou involontaires, qui sont des destructions volontaires pour montrer qu'on est capable de détruire un satellite en orbite. Et vous voyez, après ça, on rajoute 4000 débris, quoi. À tous, évidemment, à 28 000 km/h. Hein. Et puis, bon, là, il y a une collision donc involontaire entre deux satellites. Et puis, à nouveau, la Russie, donc là, c'était en novembre 2020. Je ne sais plus si… Voilà, quand on s'amuse, en fait, on met beaucoup de cochonneries. C'est charge utile. C'est-à-dire c'est les satellites fonctionnels, en fait. C'est de l'anglais. Ouais. Excusez-moi, bon, il y a des trucs qui sont en anglais. N'hésitez pas à dire si… Donc, en fait, c'est ce qui est intéressant. Tout le reste, vous voyez, il y a un gros écart et tout. C'est ce qui ne nous intéresse pas à côté, quoi. Alors, voilà. Alors, le problème à venir, alors ça, c'est une image du film Gravity, alors, un petit peu exagéré, mais c'est quels sont les risques donc, de collision. Et puis, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Kessler.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, alors je ne sais plus, j'ai peut-être mis la référence, je verrai après, je vous en parlerai de ce que c'est que le syndrome de Kessler, mais donc ça, alors c'est des calculs de densité de satellites par kilomètre cube, le nombre, avec justement l'orbite 550 km de Starlink. En 2021, on est là. Après ça, le projet, c'est là. On arrive, alors, ça veut dire un satellite tous les millions de kilomètres cubes, ou c'est quoi ouais, enfin, tous les millions de kilomètres cubes. Mais il y a certaines densités critiques, comme on verra, au-delà de laquelle le problème de collision ne devient plus négligeable. Voilà, j'ai mis au-delà de 10 puissance moins 6, la probabilité d'avoir une collision avec un débris, elle est de 1,5, c'est-à-dire que chaque satellite a une probabilité d'être détruit au cours de sa vie quasiment. Une chance sur deux, quoi. Donc, vous voyez, dans les projets, là, entre les projets 350 km, 550 km, on n'en est pas loin. Et puis, vers 1200 km aussi. Alors, à 1200 km, ce qui se passe, c'est que les satellites, ils vont rester longtemps sur place. C'est pour ça qu'on a un pic ici, c'est-à-dire que tout ce qui est là, en fait, on a une baisse parce que les satellites retombent assez rapidement. Mais à partir de 700 km, on arrive à une zone où les satellites ne retombent pas. Et d'ailleurs, en réalité, dans cette zone-là, on en est quasiment pas loin. Alors, ça dépend évidemment des altitudes, mais du cas où le nombre d'objets à cette orbite-là ne fait qu'augmenter, même si on ne lance plus de satellites. Parce qu'il y a déjà des débris et les phénomènes de collision, ils se produisent régulièrement et il n'y a rien qui retombe. Donc, c'est une orbite qui est un petit peu boudée. Si vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que les constellations visent plutôt 1200 km où il y a plus de volume ou 550 km, mais plus ici parce que là, on sait que si on met un satellite là, il a beaucoup plus de chances d'être détruit, quoi. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais alors, le syndrome de Kessler, donc il y a une publication, c'est l'idée de la risque de formation d'une ceinture de débris après une collision en chaîne et qui s'entretient. Et un jour, alors peut-être que ça palliera au problème de réchauffement climatique si on a un nuage de poussière autour de la Terre qui lui bloque le soleil, mais ce n'est pas forcément très souhaitable. Alors, le problème après ça, voilà, c'est que les satellites, on en met pour faire de la communication, mais ils n'auront pas une durée de vie infinie. Donc, pour les Starlink, actuellement, il y a eu à peu près 10%, on a un petit peu moins maintenant, ils sont un peu plus fiables, des orbites, des satellites qui étaient non fonctionnels. Alors, pas forcément hors de contrôle, mais pour certains, il a fallu les désorbiter parce que les récepteurs ne marchaient pas, etc. Donc, voilà, donc ça fait. Alors, le problème, c'est que il faut les faire descendre aussi. Ils sont à 550 km, il faut les descendre pour qu'ils retombent rapidement dans l'atmosphère. Donc, quand ils sont manœuvrables, sinon, ils vont redescendre de manière incontrôlée. Voilà, et après ça, ce que je mettais, les collisions, en gros, ça fait la moitié des débris qui sont, surtout à partir de deux événements, quoi. Les autres problèmes qu'il y a, c'est que les lanceurs eux-mêmes ne sont pas forcément très propres. SpaceX, alors on parlera aussi des nuisances, ce qu'il a fait pour les nuisances, mais ils essayent finalement d'être pas si sales que ça, entre guillemets. C'est qu'ils récupèrent leur premier étage déjà. Donc, ils ne tombent pas n'importe où, contrairement souvent aux lanceurs russes ou surtout les Chinois. Ils laisseraient tomber leur premier étage. Alors, les Chinois, ça ne les dérange pas si ça tombe sur un village. Il y a tellement de population. Et puis là-bas, les gens n'ont pas trop le droit de se plaindre. SpaceX, ils récupèrent déjà le premier étage. Et pour le deuxième étage, on verra un exemple. En général, il faut quand même, quand ils ont un petit peu de marge de carburant, il faut une chute contrôlée. Ils le désorbitent assez rapidement, donc ils le ralentissent un petit peu pour qu'il tombe, et de préférence dans une zone qui est du côté du Pacifique Sud où il n'y a aucune île, où là on essaye en général de faire tout retomber dans l'espace pour être sûr de toucher personne au sol, quoi. Mais bon, sinon, il y a déjà, ça fait donc des risques de victime de pollution. Et alors par pollution aussi, il y a l'autre problème, c'est que les fusées, c'est pas si propre que ça, hein. On utilise du carburant. Alors il y en a, justement, les SpaceX, je crois que ça marche au kérosène, hein, Après ça, il y a des projets au méthane qui sont un peu moins polluants, donc c'est bon. Ça reste quand même du CO2 qu'on va produire, mais avec le nombre de lancements qu'on va être obligé, donc en fait, si on veut entretenir ces constellations-là, il faudra 10 fois plus de lancements qu'actuellement. Et à ce moment-là, l'impact sur l'altération de la couche d'ozone et voire des règlements climatiques pourrait être comparable au trafic aérien. Donc, il est déjà pas négligeable, n'étant pas forcément la première source de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, mais ce n'est pas négligeable non plus. Et puis donc la retombée, c'est-à-dire que quand je disais les satellites ont une durée de vie de l'ordre de 5 ans, ça veut dire que tous les 5 ans, il faut renouveler. Donc si on a 12 000 satellites opérationnels, en gros, ça veut dire qu'il faut en faire tomber 7 par jour, et en lancer 7 par jour, quoi. 7 par jour, c'est-à-dire 2 tonnes de satellites qui tombent sur la Terre par jour. Alors je comparais par rapport aux météorites, ça fait
Ça fait 25 fois moins. Mais bon, les météorites, ces jolies étoiles filantes qu'on voit dans le ciel, souvent c'est des grains de sable. Il y en a plein, mais un petit grain qui brûle l'atmosphère, en général, ça n'a pas tué les moindres personnes au sol, quoi. Là, le risque, c'est qu'à terme, pour 12 000 satellites, il y a une chance de 1 sur 17 000, en gros, qu'un satellite fasse une victime au sol. Si on en a 12 000, ça veut dire qu'on peut approcher à un moment, donc sur 10 ans, le risque d'avoir quand même une personne tuée par une radiation de satellite. Oui. En fait, ils avaient calculé leur satellite pour qu'ils s'évaporent complètement avant la chute. Enfin, avant l'arrivée. Oui, alors ça, c'est pas moi qui ai fait le calcul, mais apparemment, il y a quand même quelques débris. Alors, c'est vrai que leurs satellites, la plupart brûlent bien l'atmosphère parce que, en gros, c'est des plaques qui se déploient et mais il doit rester une des parties de la base quand même qui doit retomber. Je sais pas. Enfin, bon. Bon, je sais plus qui a fait le calcul. J'ai plus trouvé, mais voilà. C'est le risque de par satellite en général ou Starlink? Oui, alors bon là, C'est des je pense. réservoirs qui se désintègrent pas bien. Oui, mais bon, alors, normalement, la retombée de l'étage est contrôlée, mais bon. Je dis, les gros Starlink, à mon avis, ceux qui feront 1250 kg, ça va être plus chaud, quoi. Il y aura les panneaux solaires, eux, ils brûleront, mais la base sera aussi quand même importante. Tu vois. Alors après ça, donc, je vais parler un petit peu des nuisances. Nous, en tant qu'astronomes, alors, pour l'instant, on s'amuse à les voir passer, mais quand vous faites une photo du ciel avec une petite galaxie, là, et puis une grosse traînée blanche, alors là, c'était l'ISS, hein, j'ai triché un petit peu, mais voilà. Je peux vous montrer. Alors, on va s'amuser à regarder les photos. Alors, avant ça, je parlais là jusqu'à présent un peu du problème qu'il peut y avoir entre satellites et les collisions. Maintenant, bien, le problème d'un point de vue des astronomes, c'est que voilà, ces satellites, ils sont en orbite, ils ne sont pas très hauts, on va dire entre 350 et 600 km d'altitude. Et puis, il y a une zone du ciel où ils vont être éclairés. Donc, alors, je ne sais plus, ouais, j'ai mis le graphique ici. En gros, nous, on est là, et tous ceux qui sont là, ils sont encore éclairés par le soleil parce qu'ils sont suffisamment hauts. Et nous, il fait nuit, mais on va les voir éclairés. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des calculs, mais en gros, déjà, quand vous avez un certain nombre de satellites autour de la Terre, ce n'est pas parce qu'on voit un hémisphère du ciel en étoile qu'on voit la moitié des satellites. En réalité, si on prend ceux qui sont à plus de 15 degrés au-dessus de l'horizon, à 600 km d'altitude, on ne voit que 1,3%. Mais 1,3% de 1000, ça fait 13. 1,3% de 5000, on en est à... si je fais le calcul, ça fait combien? Ça fait... Ça fait trop, mais ça veut dire que actuellement, on en est, si on prend au-dessus de 15 degrés de l'horizon, actuellement, on a à peu près 60 Starlink en permanence. Pardon? C'est le concept. Voilà. Évidemment, pour que vous puissiez avoir suffisamment de connexion Internet, il faut qu'il y ait... Mais bon, d'un point de vue astronomique... Alors, quand ils ne sont pas éclairés, pour nous, ça ne nous gêne pas. Par contre, j'avais calculé, si vous voulez, pour qu'ils soient, alors un petit delta qui est la hauteur au-dessus de l'horizon, pour qu'ils soient en gros éclairés ou pas éclairés jusqu'au zénith, c'est-à-dire qu'il y aura un côté du ciel, ils seront éclairés, un côté, ils ne seront pas éclairés, en limite, il faut que le soleil il soit à 24 degrés sous l'horizon. Alors, ça fait 18 degrés sous l'horizon quand ils sont qu'à 350 km d'altitude, mais 24 degrés, en gros, c'est plus que la nuit noire. La nuit noire, c'est quand le soleil est à 18 degrés sous l'horizon. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le soleil continue à baisser de 6 degrés, en gros, ou plus d'ailleurs, ça dépend de la hauteur. Hein, si on va jusqu'à 38 degrés, moins 30 degrés, pour que les satellites ne soient plus gênants parce qu'ils ne sont plus éclairés. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait annoncer un petit peu une notion de crépuscule. On parle du crépuscule astronomique à moins 18 degrés et crépuscule Starlink, le soleil à moins 24 degrés. Enfin, ou plus, ça dépend de l'appréciation. Alors pourquoi évidemment cet été est brillant? Alors j'ai schématisé un Starlink, on a trois possibilités. La lumière qui éclaire la base du satellite, qui est censée fournir la communication, donc qui est toujours dirigée vers la Terre, donc comme c'est éclairé, c'est brillant, mais cette base-là, elle n'est pas très grande, elle va faire maintenant 5 mètres carrés. Ensuite le panneau solaire qui lui est grand, donc qui fait 25 mètres carrés actuellement, qui en fait 100 pour les nouveaux. Il y a deux possibilités, soit on le voit éclairé, et bon, ça par diffusion, donc ça fait une surface qui est quand même plus grande que le panneau du bas, donc ça fait brillant. Soit on a carrément l'effet miroir, la réflexion spéculaire, donc qui nous renvoie directement le soleil. Alors bon, j'ai fait des calculs, mais je crois que je ne vais pas rentrer dans les détails. Le résultat, on va regarder en bas. Donc quand on calcule,
Alors, petit 1, c'est la diffusion par le panneau solaire. Si on calcule, donc s'il est bien visible, on peut avoir une magnitude de l'ordre de entre 0. Alors, par un calcul très, très grossier, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, on est à 0,6. En pratique, quand ils étaient mal orientés, ils étaient entre la magnitude 0,5 et 2. C'est à peu près ça. Donc, la base. Donc, la base, en fait, c'est ce qui va rester forcément orienté vers la Terre. Donc, quoi qu'il fasse, il sera forcément éclairé quand le satellite est éclairé. La magnitude, vous pouvez calculer entre 3 et 4. Ils ont pris des mesures pour qu'il soit moins réfléchissant parce que ça dépend évidemment s'il est noir ou s'il est blanc, ça ne réfléchit pas de la même manière. S'il y a des panneaux, ce qu'ils appellent des viseurs SAT, ils ont mis des petits panneaux qui portent ombre sur la base pour que la base ne soit pas éclairée. Et donc, ils ont pris, comme disait Fabrice, ils ont quand même essayé de faire des efforts parce que quand les astronomes au début, on verra pour le troisième cas, ont vu que ça faisait des trucs un petit peu trop brillantes pour que ce soit tolérable. Ils ont pris ces mesures pour les rendre un peu moins visibles et on verra derrière des graphiques. Donc, en pratique, ils sont entre magnitude 5,5 et 6,5. 6,5, c'est la limite de visibilité à l'œil nu. C'est-à-dire que maintenant, la plupart, quand même, équipés de viseurs SAT, quand ils sont à poste, donc avec le panneau solaire bien orienté, donc le panneau solaire n'est pas éclairé, enfin, on ne le voit pas éclairé, le satellite n'est plus visible à l'œil nu. Donc, les 60 et quelques qu'on a en permanence le soir, on ne les voit pas tous. Mais par contre, si vous regardez dans une paire de jumelles, vous les verrez tous. Et puis, il y a le risque, donc le réflexion spéculaire sur le panneau solaire. Alors là, j'avais calculé, j'avais trouvé magnitude -12, c'est quasiment la pleine lune. Bon, j'étais un petit peu optimiste, mais en pratique, avant qu'ils prennent ces mesures pour que le panneau solaire ne soit pas mal orienté, j'en ai vu, et je pourrais vous montrer une animation où on a des flashs lumineux de magnitude -8, c'est un quartier de lune. Et avec des panneaux à 23 mètres carrés, si on prend des panneaux à 100 mètres carrés. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Alors, des photographies au télescope. Donc voilà, vous voyez le petit trait. Alors évidemment, la taille, là, ça fait 8 secondes d'arc, c'est tout petit. Hein. Vous voyez la Vénus en croissant, enfin en quartier à échelle. On voit juste le panneau solaire. Donc là, c'est magnitude 2 ou truc comme ça. Et puis, tout d'un coup, on a une réflexion du soleil sur le panneau solaire. Donc on a un flash qui peut atteindre à magnitude -8. Alors, je ne sais plus si j'ai mis l'animation ici. Voilà, donc c'est pris en pleine ville. Et vous voyez le flash du. Et, excuse-moi de t'interrompre, mais depuis que je suis ici, j'ai vu 2 flashs. Je ne sais pas si c'est Starlink ou autre. Ouais. Donc là, au passage, il n'est pas très beau. Là, c'est Castor et Pollux. C'est des étoiles brillantes. Et là, c'est Procyon. C'est des étoiles de magnitude 1 à 2. Quoi. Donc voilà. Ça, c'est pris en pleine ville par un temps médiocre. Et alors, bon, il y a ce qui est contrôlé, ce qui n'est pas contrôlé. Alors, un petit peu de géométrie pour savoir, donc je vous parlais de l'histoire des 24 degrés. Là, c'était même il y a plus d'1 an, mais avec Tiami 700 satellites, voilà où ils étaient tous répartis. Donc quand on est au-dessus de 53 degrés de latitude, on voit qu'il y en a moins, il n'y a que ceux en orbite polaire. Mais en gros, nous, si on est là, on va être là, donc là, on est dans la nuit astronomique. Et, ce qui va se passer, c'est que les satellites, ils peuvent être de côté opposés au Soleil. Donc là, c'est la nuit. Non, c'est le jour. Ah, pardon. Là, ouais, non. Là, c'est la nuit et c'est le jour ici. Donc, s'ils sont au-delà de là, ils ne sont pas éclairés. Par contre, là, ils peuvent être éclairés. Alors, ils peuvent être éclairés du côté antisolaire ou du côté du Soleil. C'est-à-dire que là, en fait, ils seront à contre-jour, donc ils seront moins brillants. Par contre, quand ils seront de ce côté-là, ils peuvent nous renvoyer, alors ça dépend un petit peu de la géométrie, mais ils peuvent nous renvoyer la lumière du Soleil. Et là, ça peut faire des flashs. Mais c'est ça qui va faire que dans certains cas, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, suivant l'endroit où ils passent, on les voit pas. Hein. Ils peuvent être du côté nu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais alors voilà, donc, sinon, pour les mesures qui ont été prises pour les rendre justement moins brillants, ça, c'était avant qu'ils se préoccupent de savoir comment les orienter et faire qu'ils ne soient pas trop brillants. Donc, les satellites, ils étaient en gros autour de la magnitude 5 quand ils étaient à poste, c'est-à-dire qu'on les voyait bien l'œil nu, quoi. Et puis, quand ils ont rajouté ce qu'ils appellent le viseur SAT pour les rendre un peu plus sombres, ils ont pu quand même décaler de 1,5 magnitude, c'est en gros les rendre 4 fois moins brillants. Et à ce moment-là, donc, ils sont à la limite de visibilité à l'œil nu. Mais l'objectif qui a été demandé un petit peu par les professionnels, c'est d'être au-delà de la magnitude 7 pour qu'on n'ait pas des traînées aussi brillantes que ce que je vous ai montré sur une photo, pour que ça n'altère pas trop les images. Donc en pratique, les Starlink qui sont autour de la magnitude 6,5 et les OneWeb qui sont plus hauts et plus petits, on est plutôt vers la magnitude 7,5-8. Donc là, 7,5-8, ça devient limite visible aux jumelles, quoi. Et donc voilà, donc là c'était donc, une série de mesures qui ont été faites des Starlink et des OneWeb. Donc vous avez, en fonction de la distance, donc
alors là, c'est la distance. Alors les OneWeb, ils sont forcément, il y a quelques-uns qui sont en train de monter sur l'altitude, mais ils sont forcément quasiment au-delà de 1200 km, puisqu'ils sont à 1200 km quand ils sont pile au-dessus de notre tête, mais quand ils sont à l'horizon, ils sont plus loin. Et comme je vous disais, vous voyez, même à ce moment-là, ils sont souvent au-delà de la magnitude 8. Hein, 8. Et les Starlink étant plus proches, bah, déjà, puisqu'ils sont plus proches, ils vont être plus brillants. Et puis, donc, on est passé des Starlink standards qui étaient à magnitude 5,5 ou 5,5 quand ils étaient au zénith à peu près 6,5, 7. Donc, on est à peu près dans les objectifs, mais c'était avec les versions 1.5. Avec les nouveaux, je ne sais pas ce que ça va donner, quoi. Et donc, après ça, les histoires de soleil levant, soleil couchant, vous voyez, c'est évidemment en fonction de la position par rapport au soleil. Quand ils sont dans la bonne position, là, ça peut faire des flashs. Et puis, alors, là, ce qu'on appelle l'albédo effectif, c'est-à-dire qu'en fait, leur pouvoir de réflexion, quand on dépasse 1, ça veut dire qu'on a l'effet miroir. C'est-à-dire que 1, si vous voulez, ce serait un satellite blanc comme la neige, mais qui diffuserait complètement. Quand on est en réflexion spéculaire, on va avoir plus qu'une diffusion. Donc, voilà, c'est qu'on a des effets donc, en fonction de la direction du satellite. Quand on va étudier leur luminosité, c'est jamais évident parce que ça dépend de la forme, etc. Quoi. Pas rentrer dans les détails. Donc voilà, là j'avais un exemple justement des satellites. Là, c'était à 48 heures d'intervalle. Un passage. D'ailleurs, en fait, c'est le passage du précédent. Donc en fait, les satellites étaient moins loin. Mais à contre-jour, donc on les voit à peine, on en voit quelques-uns. Et puis au contraire, bien éclairés, et là on les voit très bien. Quoi. Donc ils peuvent être bien nous. Alors, impact prévu sur les observations. Alors, non, j'ai pas. Donc ça, voilà, c'est à terme, lorsque les 12 000 satellites qui sont en train d'être lancés seront lancés, voilà où il y aura des satellites au-dessus. Donc, à part aller vers les pôles où on a moins de risque d'avoir un satellite, il y en aura vraiment partout. Ça, c'est un graphique donc, plus récent, mise à jour donc, il y a une semaine. Donc ça, c'est le groupe numéro 1. Donc, je ne sais plus, c'était les satellites sur une orbite de 53 degrés, les 1500 et quelques. Et en fait, le plan là, qui va de 0 à 360, ça veut dire que les plans orbitaux, ils sont inclinés à 53 degrés. Et puis, donc, on peut les compter de 0 à 360 degrés pour, en gros, l'équivalent, si on veut, de la longitude. Et après ça, de 0 à 360 degrés, c'est la position du satellite sur ce plan-là. Et vous voyez, alors là, bon, là, on ne peut pas lire, mais chaque point, c'est un satellite. Donc, ils ont tout couvert. Quoi. Et ça, c'est la première couche. Et puis, il y a la deuxième couche qui est quasiment complète aussi. Et là, donc, une simulation, lorsque les principaux projets qui sont quasiment acceptés, qui approcheraient les 60 000 satellites, seront lancés. Alors là, c'est fait pour le calcul. Alors, en fait, c'est fait pour 30 degrés sud des observatoires chiliens, par exemple, parce que c'est là où il y a les gros télescopes qui vont être sensibles à tout ça. Donc, il faut savoir qu'à nos latitudes, quand on est plus proche du pôle, c'est pire parce qu'ils sont plus souvent éclairés. On est plus proche surtout en été. Alors là, c'est l'été local. Donc, évidemment, à tomber du jour ici, bah, tous les satellites sont éclairés. Donc là, c'est plus de. Alors, c'est des satellites à plus de 30 degrés de l'horizon. Donc là, c'est différentes constellations. Puis quand on fait la somme, donc en gros, là, ça veut dire qu'en permanence, il y aura 450 satellites éclairés. Et puis, en fonction de l'heure de la nuit, évidemment, il y en a qui sont moins éclairés, mais il en reste quand même. On en reste à peu près 80 satellites en plein milieu de nuit éclairés. Là, on parle des satellites éclairés. Donc, près du solstice d'été pour l'hémisphère sud. Donc là c'est l'hémisphère sud, donc c'est décembre. Mais la même chose, évidemment, dans l'hémisphère nord, c'est pareil. Hein. Donc, malgré tout, comme il y a des satellites assez hauts et tout ça, il reste des satellites éclairés, même en plein milieu de la nuit, à plus de 30 degrés au-dessus de l'horizon. Tu veux dire simultanément? Simultanément, oui. Ouais. Alors là-dedans, en regardant, c'est surtout les OneWeb et puis les Guowang des Chinois qui utilisent l'orbite à 1200 km qui restent éclairés plus longtemps parce que les Starlink, ils sont en violet, là, et donc évidemment, au milieu de la nuit, comme ils sont moins hauts, comme les Kuiper, ils ne sont pas éclairés, quoi. Bon, là c'était un autre, bon, c'est à peu près la même chose. Alors, je m'étais amusé, donc le crépuscule Starlink dont je vous parlais tout à l'heure, je m'étais amusé à calculer quand est-ce qu'il se produit chez nous, quoi. Et bien, en gros, du 15 mai au 28 juillet, on est dans le crépuscule permanent. Le soleil n'est jamais à moins de 24 degrés sous l'horizon. Donc, tous les satellites, en gros, vers 500 km d'altitude, sont éclairés
pendant toute la nuit pour au moins sur la moitié du ciel. 21 août, 21 avril, donc on y est quasiment. Donc ça dure 3 heures, tandis que le crépuscule astronomique, ça dure 2 heures. Ça veut dire qu'ils sont éclairés. Alors par exemple, ce soir, il fait nuit à partir de 22h40. C'est-à-dire jusqu'à 23h40, jusqu'au zénith, les satellites sont encore éclairés. Et ça va recommencer le matin à partir de 3 heures quasiment. Et au solstice d'hiver, c'est là que ça dure moins longtemps, mais ça dure quand même 2h30, quoi. Alors, je ne pourrais pas être trop long parce que je ne sais pas si je peux vous... Un petit mot sur la partie radio. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a moins de personnes qui observent le ciel en radio. Il n'y a que les professionnels. Et les points de vue amateurs, il n'y en a pas énormément. Donc, le grand public, il est moins sensible. Mais les soucis sont quand même plus importants parce que ces satellites-là, il faut aussi qu'ils communiquent. Non seulement qu'ils communiquent avec centre de contrôle, mais aussi avec tous ceux qui veulent avoir la réception de l'Internet par satellite. Donc, ils vont utiliser des bandes de fréquences qui sont... alors, normalement, il y a des petits domaines pour lesquels les observateurs scientifiques leur laissent un petit peu la place. Enfin, en gros, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que celui qui a les plus gros chéquiers, il va acheter un domaine de fréquence. Et en général, quand on a une compagnie comme Starlink qui brasse des milliards de dollars, ils ont un chéquier plus gros que le CNRS s'il veut acheter tout un domaine de fréquence pour pouvoir faire fonctionner la station de Nancy. Donc nous, on récupère voilà, ce qui reste, mais plus ça va, plus ils vont être gourmands en domaine de fréquence. Et donc, il y a des domaines dans les bandes L, C, K, etc. Donc, c'est par là. Et c'est là où se trouve, donc, vous voyez, en rouge, là, il y a le VLA, il y a le Progeska, et puis même les Noema et Alma arrivent un petit peu proches des bandes K qui sont allouées à ces satellites. Le problème aussi, c'est que, bon, évidemment, il ne faut pas observer dans ce domaine de fréquence parce que, en gros, c'est comme si ces radiotélescopes, ils cherchent à voir, mettons, Pluton. Et puis, quand on est sur une émission d'un satellite, c'est le Soleil qu'on a à côté, quoi. Donc, évidemment, votre télescope, si vous regardez Pluton télescope, ça va. Si vous avez pointé le Soleil, sans filtre, ça ne va pas aller. Dans certains cas, l'intensité des récepteurs, des émetteurs des satellites est susceptible de dégrader les récepteurs des radiotélescopes si ça passe dans le champ, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Mais en plus, comme ces satellites sont fabriqués en série et pas forcément d'une qualité extraordinaire, il y a souvent un petit peu, ça bave entre guillemets sur les domaines de fréquence à côté. C'est-à-dire que même s'il y a 1 pour 1000 ou 1 millionième à côté, ça peut perturber les observations. Et donc, notamment à Nancy, ce n'est pas uniquement les satellites type Starlink, mais il y a d'autres satellites, tout ce qui est GPS aussi, qui gênent. Et de temps en temps, il y a des données qu'il faut jeter ou alors des domaines de fréquence et il faut filtrer tout ça. Oui. Il y a un problème aussi de pollution d'une fréquence pour la météo qui est liée aux Oui. précipitations. Alors, c'est pareil, les opérateurs n'utilisent pas cette fréquence, mais je crois que Starlink utilise une fréquence d'onde des harmoniques. Ouais, c'est vers 24 GHz, je crois. Il y a vers 22 ou 24 GHz, c'est une fréquence de l'émission de la vapeur d'eau et ça permet de sonder, par exemple, la hauteur des nuages et toute cette météo, de voir les... Évidemment, si l'Internet par satellite utilise ce domaine-là, on ne pourra plus faire de cartes de nuages et on ne pourra plus faire de prévision météo quasiment, quoi. Au moins, c'est utilisé plus pour la climatologie, mais... Les harmoniques, mais on sait que ces émetteurs vont baver sur les harmoniques. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Donc, et point de vue puissance, ça veut dire, là on parle qu'à fois des puissances de watts, et puis quand on observe un objet ou en astronomie, on parle de 10-20, des Jansky qui sont 10-20 watts, et comme ça, il y a des milliards d'ordres de grandeur entre les deux. Hein. Voilà, là je présentais un exemple. Donc là, c'est une antenne espagnole de Yebes. Ils observent entre 40 et 75 GHz et ça couvre une partie des bandes. Alors je ne sais plus laquelle, la KV ou la V. Voilà, bande KA, voilà, 27-40 GHz. Et puis bande K, 27. Donc déjà, on est vraiment au bord de ces bandes. Et puis après ça, les harmoniques, ça risque de tomber. Et pourtant, on essaye de faire de la science dans ces domaines-là. Mais... Et le problème du côté scientifique, c'est que maintenant qu'on veut essayer d'observer de plus en plus de choses, on a des récepteurs qui vont couvrir, là, ce que je vous montre un exemple de spectre, on va couvrir en fait tout le domaine là, ça va de 30 à 50 GHz. C'est bien, on voit plus de choses, mais on va avoir aussi de temps en temps plein de parasites, quoi, à cause des satellites. Alors après ça, voilà, je vous montre des petites illustrations de ce que vous avez peut-être déjà vu ou pas vu. Donc là, c'est quand on cherche à voir, mais maintenant on va voir sans même chercher à voir.
Là, c'est donc, alors je sais plus c'est quoi, 1h30 après le lancement. Alors, il y en a un qui me demandait à quoi ça ressemble les Starlink juste après le lancement. Donc après, en fait, là, le lancement a lieu de Cap Canaveral, ça passe au-dessus de la France 20 minutes après, et ça repasse donc 1h50 après une orbite. Et là, c'est ce qu'on a 1h50 après. Donc le petit trait ici, c'est les 50 Starlink. Et ça, c'est le dégazage du troisième étage, du deuxième étage, pour retomber après ça dans l'océan Indien. Donc, et donc ça fait comme ça, on a... Alors maintenant, ces derniers temps, il lançait plutôt à des inclinaisons de 42 degrés, donc ça passait pas tout à fait au-dessus de la France, mais voilà ce qu'on pouvait voir l'an dernier à 3 ou 4 reprises. Alors évidemment, ça fait un joli papillon dans le ciel, hein, on se demande ce que c'est, mais... Voilà, après ça, bon, là, j'ai mis quelques vidéos que j'ai fait. Donc là, je mettais, c'est quoi? Donc un jour après le lancement. Donc là, c'est à l'époque qu'ils ont lancé 50. C'est ce qu'on a pu voir quasiment le 11 au soir, quoi. On était un peu moins d'un jour après le lancement. J'en ai plein là. J'ai fait. Donc ça, c'est un jour après le lancement. Ça, c'est 2 jours après. La plupart, voilà. Alors là, c'est fait même. Alors là, c'est. Je crois que c'est Altaïr, en fait, l'étoile brillante. Hein. Donc, pour vous donner une idée, c'est que souvent, ils sont brillants. Donc là, vous voyez, la météo, c'est pas génial. On a des nuages qui passent, c'est pris au 135 mm. Bon, après ça, j'ai peut-être donné un coup de pied dans le trépied. Alors, en plus, celle-là, je sais plus. Il y en a, j'ai accéléré d'un facteur 2 la vitesse. Hein, mais voilà. En réalité, ça va moitié moins vite, mais bon, c'est pas. Hop là. Puis bon, là, c'était une autre photo qui est prise aussi. Alors là, c'est pris à un plus grand champ, celle-là. Non, c'est 135 mm aussi. Donc là, c'est 3 jours après. Voilà, bon là, il ne faut pas très beau. Alors là, là c'est le cygne, hein. Constellation du cygne avec la Vega de la Lyre là-haut, le cygne et puis des nuages. Et dans certains cas, ils sont magnitude 0. Hein. C'est plus brillant aussi brillant que Vega au moins. Et donc là, je ne sais plus quelle est l'exposition individuelle. On est là, je vais peut-être au 15e de seconde, 20e de seconde, quoi. Pour qu'il soit ponctuel. Hein. Alors celui-là, alors qu'est-ce que j'ai montré là-dessus? Voilà. Bon là j'ai accéléré, donc là c'était plus longtemps après. Alors, bon, là c'est accéléré 12 fois, c'est juste pour avec la grande ours ici. Hein. J'ai envie de dire non, vous n'êtes pas en Ukraine là, vous êtes en France. C'est pas les Russes qui tirent. Et en fait, je crois qu'on voit passer dans l'autre sens, mais à la fin, il y en a qui montent à droite là. Voilà, hop là. En fait, c'est aussi un Starlink que j'ai regardé. À l'époque où on pouvait à peu près suivre encore qui est quoi. Mais... Et alors là, voilà, ça c'est bon. C'est les OneWeb. Alors les OneWeb, il faut les chercher parce que là, c'est pris au 135 mm et on en voit un qui passe là. Mais voilà, il faut vraiment les chercher pour les voir parce que là, ils sont pas mal plus faibles. Donc là je crois qu'il y en a 4 qui passent. Donc, j'ai pas cadré exactement comme il faut. C'est vraiment. Par contre, le brillant, ça doit être un Starlink. Mais il doit y en avoir 4 qui passent. Voilà, il y en a un autre qui passe là. Bon, là vraiment, ils sont magnitude autour de 7,5 8. Et encore là, ils n'étaient pas encore à 1200 km d'altitude. Hein. Donc, il doit y en avoir encore 2 autres. Parce qu'ils sont lancés par paquet 36, donc ils se suivent les uns les autres. Oui. Donc, en général, d'ailleurs, pour reconnaître. Alors, les OneWeb, donc là, il faut vraiment les chercher parce qu'ils ne sont pas très brillants. Voilà un autre Starlink là, qui passe. Mais bon, reconnaître si c'est une constellation satellite type OneWeb ou Starlink, c'est quand vous envoyez plein les uns à la suite des autres. Et voilà le 4e OneWeb ici. Et voilà les autres, les Starlink qui commencent à y en avoir partout. Donc vous avez presque une chance sur 2, si ce n'est plus, d'avoir un Starlink. Alors dans les nuisances, alors ça c'était des calculs qui avaient été faits. Alors ZTF qui découvre des comètes de temps en temps, ils avaient fait des calculs. Donc en 2021, ils avaient 18% des images qui étaient affectées par des satellites. Hein. Moi, je m'étais amusé sur notre site web d'observation cométaire. J'avais regardé toutes les images qu'on a prises en 2021. J'arrivais à peu près au même taux. C'est-à-dire qu'il y a en gros une image sur 5, on a une traînée de satellites. En 2022, après ça, évidemment, sur les comètes, c'est un peu biaisé parce que ça dépend où elles sont dans le ciel, etc. Si elles sont dans une zone susceptible d'être par des satellites éclairés ou pas. Mais j'étais à 20%. Et sachant que maintenant, il y a 2 fois plus. Et si je n'ai pas le temps de tout dire, à la fin, j'ai constaté que les images que j'ai prises ici, quasiment pour chaque image de comète que je fais, j'ai des traînées de satellites. Sur chaque série d'images, j'en ai des traînées de satellites.
images de quelle durée? Alors, les images, alors typiquement, là, ça va être des. Alors, je ne sais pas quelle est la durée des pauses de ZTF, mais c'est des images de l'ordre de quelques minutes, quoi. On va dire entre 1 et 5 minutes de pause, quoi. Enfin, cumulées, hein. Ce n'est pas des images d'une demi-heure, hein. Enfin, voilà. C'est-à-dire que, en gros, maintenant, vous faites l'équivalent de 1 à 2 minutes de pause et vous êtes quasiment sûr d'avoir une traînée satellite. Hein. Pris dans le télescope, hein. C'est-à-dire que c'est pas un grand champ, hein. C'est vraiment un champ de la taille de la Lune, hein. Voilà. Il y a les estimations d'Olivier Hénaud sur les télescopes professionnels. Oui, bah, je suis passé un peu dessus, ouais, il a fait où je l'ai mis à la fin, ouais, il a estimé après ça donc la quantité d'images qui seraient bonnes à jeter. Je le dirai à la fin, je vais vous montrer pourquoi on va les jeter parce que alors là c'était justement là c'était le 13 août, je me suis amusé, voilà, il y avait du vent, donc on entend même le son. Voilà. C'est les Starlink qui sont passés donc il y a 2 soirs, quoi, pris dans le télescope, quoi. Donc là, évidemment, j'ai pointé là où il passait. Et chaque pause individuelle, c'est un quart de seconde. Donc ils sont très. Et puis il y avait du vent, c'est pour ça que ça fait des petits zigzags. Il y a du vent. Donc vous voyez, donc, bah, c'est quand même. Donc là, voilà, c'est un satellite très brillant. Et on va voir après, évidemment, quand ils sont brillants comme ça, c'est. Bon, là, c'est un peu extrême, parce qu'il était de l'ordre de magnitude de 2 à 3, mais. Voilà, donc bon, un exemple de photo. Donc voilà, j'ai posé. Alors, chaque pause individuelle est 3 secondes, donc en fait, il y a 3 pauses. Donc, bon, là, j'ai mis que les 3 pauses sur lesquelles il y avait des satellites, mais typiquement, on va faire 20 pauses de 3 secondes et on va trouver un satellite sur voilà, un autre exemple. Donc là, vous voyez, donc en fait, c'est 3 satellites différents, hein, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas exactement alignés là. Mais bon, bah, sur une série de. Je ne sais plus combien de pauses j'ai fait, typiquement une trentaine de pauses, bah voilà, j'en ai 3 sur lesquelles il y a une traînée de satellites. Et là, on est quasiment sûr que c'est des Starlink parce que 3 satellites sur la même trajectoire, c'est. Là, un autre exemple, alors là, j'ai mis en animation, c'est il y a 2 ans. Alors, moi, j'avais une mauvaise idée de chercher une comète qui n'est pas très loin du Soleil, donc forcément, les satellites vont être éclairés. Et voilà, sur la série, donc là, je vous laisse compter le nombre de satellites qui sont passés. Donc, là, sur l'équivalent, pareil, de 1 à 2 minutes d'observation, bah, j'ai quasiment une pause sur 5 sur laquelle il y a une traînée de satellites, quoi. Là, c'est un autre amateur qui a fait ça. Donc, c'était une comète, c'était l'été dernier. Donc, on voit le déplacement de la comète et puis on voit tous les satellites qui passent, quoi. Ça, bon, c'est Christophe Lehenaf qui a fait une photo. Donc, c'est peu de temps après un lancement de satellite. Donc, il a fait une pause. Donc, avec... donc, on peut avoir la Voie lactée, on a des Deneb ici dans le Cygne, on a la constellation de la Lyre. Et là, il y a les 50 satellites qui ont laissé leur traînée. Un autre exemple, là, il voulait faire. Sur AstroSurf, il n'avait pas prévu de photographier les Starlink et il voulait faire une pause de l'amas de Comet de Galaxy. Puis il a vu toutes ces traînées-là. Donc, après ça, bon, il y a des traitements pour les enlever, mais bon, ça, c'est des images que je vous ai fait avec des objets connus, la Galaxy M64, M57, on voit une traînée. Et alors voilà, le problème auquel on arrive, c'est que bon, bah, quand on va faire plusieurs images, on va essommer, puis maintenant, il y a des logiciels qui permettent de supprimer les traînées, quoi. On fait une médiane, etc. Le problème, c'est quand elles sont très brillantes. Là, je me suis amusé sur des. Là, c'est une comète, alors c'est la nuit dernière, je ne sais plus, ou la nuit avant. Bon, on a une traînée brillante. Le logiciel qui veut recaler les images les unes par rapport aux autres, il va repérer les étoiles. Donc tous les petits ronds, il répare les étoiles. Et puis après ça, pour les aligner. Le problème, c'est que la traînée est tellement brillante que lui, il considère que c'est une 50aine d'étoiles. Et puis il me fait un message d'erreur. Trop peu d'étoiles en commun. Bah oui, parce qu'il a rajouté 50 étoiles. Alors, donc ça fait des images qui finalement, mieux vaut carrément les jeter. Et puis quand on veut faire après ça d'autres mesures, comme des mesures de position, d'astrométrie, c'est-à-dire qu'on va se repérer par rapport aux étoiles, bah aussi, ça va poser problème. Alors, quand on est des amateurs, bon, on jette des images, mais quand on utilise un gros télescope, comme on parle justement au Chili du Vera Rubin Telescope, qui est en gros un téléobjectif de 8 mètres de diamètre avec un champ qui fait plusieurs fois la pleine lune pour observer tous les objets, éventuellement détecter des comètes, des astéroïdes, des supernovas. On va faire des pauses de 5 minutes, on va aller jusqu'à magnitude 24. Et ben, avec 8 mètres de diamètre, ben, un satellite qui est magnitude 7, c'est comme pour nous quand il y a l'ISS qui passe dans notre champ. Ça fait comme la photo que j'ai montrée tout à l'heure, ça fait une énorme traînée blanche et l'image devient inutilisable sur une partie voire la totalité de. C'est Pierre. Ça fait Oui. une traînée blanche, il y a des traînées parallèles fantômes Ouais, et il y a des traînées perpendiculaires. ouais, parce que quand ça va, voilà.
Problème de saturation, quoi. Voilà. Alors, je sais plus, voilà, j'ai mis un lien ici. Ouais. Hop là. Donc là, voilà, là j'en ai qu'une, mais voilà, c'est une comète que j'ai fait ce matin. Et bon. Voilà, donc ça, c'est l'effet dans le crépuscule. Et donc, bon, là, j'ai qu'un satellite qui est passé, à dire vrai, mais la nuit dernière, j'ai fait 2 comètes. Alors, je sais plus si j'ai mis le lien vers l'autre. Et donc, l'autre, c'était l'image sur laquelle j'ai cliqué. Et ça, en passage, hein, pour ceux qui s'intéressent, ça, c'est une comète qui a été découverte il y a 3 jours. Voilà. Elle est alors, elle est à 34 degrés du soleil dans les Gémeaux, pas très loin de la nébuleuse du Clown. Et donc, j'ai réussi à la photographier ce matin, mais inévitablement, je me perds, je me ramasse des satellites, quoi. Voilà. Et alors, je ne sais plus s'il y avait encore autre chose à rajouter. Voilà, bon. Là, par contre, grand champ, j'ai fait une animation, là. Donc, alors j'ai un peu traité. Et voilà, donc, alors là, c'était fait en plus pas très loin de la région parisienne, et c'est même pas le ciel de Val-de-Drôme. Et bon, et on voit donc des satellites qui tournent dans tous les sens. J'ai calculé en moyenne, on a 5 à 7 traînées de satellites sur. C'est un an. Hein. Maintenant, j'imagine qu'on fait une pause comme ça avec un champ de 24 mm. Vous allez trouver une dizaine de traînées de satellites en permanence. Hein. Bon, là, c'est du grand champ. Mais comme je dis, les photos de comètes que je vous présentais avant, c'est 1 degré de côté. Hein. C'est 2 fois le champ de la pleine lune. Hein. Voilà, je ne sais plus s'il y avait. Voilà, bon, que j'ai mis. Alors, si vous voulez justement des animations dans certaines que j'ai montrées pour illustrer le problème, n'hésitez pas à vous servir sur mon site web où j'ai mis sur Starlink toute une série de vidéos, tout ça. Voilà, bon, c'est pour vous souhaiter malgré tout bonnes observations. Donc, c'est une curiosité. Mais voilà, quand on fait des photos, ça commence à devenir un peu pénible. Et même quand on pointe des objets, là, j'ai remarqué ces dernières nuits avec aux chercheurs, presque systématiquement, vous voyez, avec un chercheur qui est comme une paire de jumelles, on va presque systématiquement passer des satellites dans le champ, quoi. Ouais, tu vas rajouter. Ouais, pour le Vera Rubin, Ouais, ils font des pauses plus courtes que ce que j'en fais. Je crois que c'est des pauses de l'ordre de 8 secondes. ouais, Et les simulations d'Olivier Hainaut montraient que c'était 40% des photos qui avaient une trace de Starlink. Hmm. Qui aurait donc Je sais des plus traces si- de satellites dans Ouais. l'hypothèse de Ça, 100 000 satellites en Désolé. Il y en a qui sont amusés à faire ça, là. Là. Ouais, je peux revenir. Je crois que je l'ai là. Attends, est-ce que. Ah, excuse-moi, j'ai remonté. Je crois que c'est une des vues sur laquelle je suis passé pour la. Attends, il va falloir que. Les calculs d'Olivier Hainaut. Ouais, c'est celui-là. Alors, attends, parce que là, il faut que je remette. Est-ce que. Voilà. Voilà. Donc, voilà, LSST, c'est un Vera Rubin. Voilà. Son début de nuit, là, il est à 49%, 39%. Et donc, après ça, quand il arrive au milieu de nuit, il n'y a plus que 3%. Mais voilà, tout ce qui est en rouge, c'est le nombre, comme tu dis, d'images, en gros, à jeter à la poubelle. Et bon. Le Vera Rubin le regarde spécialement en début et en fin de nuit. Bah oui, parce que quand on veut découvrir, si on veut découvrir des astéroïdes qui un jour risqueraient de passer un peu trop près de la Terre, souvent malheureusement ceux qu'on ne détecte pas, c'est ceux qui sont pas forcément bien éclairés, donc on va regarder en début de nuit, en fin de nuit, quoi. Donc voilà, il faudra choisir si on préfère recevoir un Starlink sur la tête ou un astéroïde d'1 kilomètre de diamètre, quoi. Voilà, puis on retrouve voilà la nuit astronomique et puis le 24 degrés du crépuscule Starlink. Alors pour certains c'est le cas, puis pour d'autres même pas. Enfin bon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Au début de ton exposé, tu as mis les prévisions avec un demi-million de satellites dans le ciel. Ouais. Il y en avait 300 000 qui venaient de. C'est eSpace. Ouais. Alors c'est sur le site de Jonathan McDowell, donc c'est ce que j'ai pris. Alors, après ça, donc les projets, ça varie un peu d'une année à l'autre. Il y a des projets qui sont. C'était celui-là, ouais. Donc il y a toute une série. Donc il y en a, comme je dis, le Kuiper Amazon, ça, il a même l'autorisation. Donc là, c'est vraiment. Je pense que le type de satellite est bien conçu. Après ça, les projets avec beaucoup plus de satellites, ils sont. Je ne sais pas dans quel état ils en sont.
dans la liste, il apparaissait même pas le projet là qu'il appelait Iris, lancé par Thierry Breton de la Commission européenne. Il disait on va faire nos Starlink à nous là. S'ils arrivent dans 10 ans, il n'y aura plus de place pour les envoyer. Hein. Space, c'est aussi un truc d'internet. Alors je sais pas si c'est. Alors là, je peux pas te dire si c'est de la téléphonie ou de l'internet, mais bon. Oui. En gros, lui sur chaque plan, il met au lieu d'en mettre 60 par plan, il en met 12 000 par plan, et puis voilà, après ça on multiplie par 30 plans. Enfin, c'est. Ça fait penser à des espèces d'engouement à la mode de chacun avoir son satellite. Ah bah bien sûr. Oui. Alors un jour ça va se collapser. Bah, ce que je dis, c'est que voilà, bon, quand il y avait au début du XXe siècle, quand il y avait 3 pelés attendus qui avaient une voiture, bah, il n'y avait pas de problème d'embouteillage sur le périph'. Maintenant qu'on a tous notre voiture et qu'on la prend pour aller bosser, tout le monde en va au même endroit. Bah, le périph' le matin, même maintenant presque 24 heures sur 24, le périph' parisien, bah, ça bouchonne, il diminue la vitesse et puis de toute manière on est obligé de ralentir. Le problème dans l'espace, on n'a pas le droit de ralentir. Si vous ralentissez, vous tombez. Donc je vous laisse imaginer arriver à 130 km/h sur le périph' bouché, ça va mal se passer. Bah, dans l'espace, voilà, c'est en gros, tout le monde est à 28 000 km/h. Bah, tout le monde ne marche pas dans le même sens. Il y a des blancs à 90 degrés. Bah, 28 000 avec 90 degrés d'angle, ça fait des vitesses relatives de l'ordre de 40 000 km/h. Même si ça fait 300 kg, ou s'il reste qu'un boulon, dans tous les cas, ça fait des dégâts, quoi. Ouais. Il y a un problème aussi avec toutes ces sociétés, c'est qu'il y en a qui vont faire faillite. Forcément, c'est la loi du capitalisme. Et quand elles auront fait faillite, eh ben, elles ne désorbiteront pas ce qui reste. Faut qu'elle fasse faillite au bon moment, quoi, en fait, avant de lancer, quoi, pas après. Ouais. Et pour les satellites qui seront à 1000 km d'altitude, pas 1200, Ouais. ça va être un réel problème. Ah, je vous disais déjà, autour de 700-800 km, là, c'est Christophe Bonal, il disait, on est quasiment au syndrome de Kessler actuellement. On lance plus de satellites parce que le nombre de débris augmente, quoi. À 1200 km, on est plus loin, donc le volume est plus grand, mais une fois qu'on aura atteint le seuil, bah, ça va être pareil. Hein. C'est-à-dire, on ne pourra plus envoyer quoi que ce soit, quoi. Et même d'ailleurs, maintenant, pour les lancements, ceux qui lancent des satellites, ils savent, les lanceurs, que il y a un risque. Est-ce qu'il faut l'assurer que le satellite, quand vous l'envoyez en orbite stationnaire, il doit passer forcément entre 200 et 1200 km. Il y a un risque, alors je ne sais pas combien il est, que le satellite soit abîmé avant même d'arriver à poste, quoi. Il n'y a rien d'européen dans tout ça. Alors, en fait, dans les projets, là, je ne les ai pas tous listés. Il y aura un projet français, je ne sais plus lequel c'est, mais ce n'est pas le Iris de la Commission européenne. C'est un autre. OneWeb, c'est pas européen? OneWeb, alors c'est un consortium. Hein. Il y a les Anglais, mais je sais plus, il y a des participations américaines aussi. Je sais plus, mais c'est anglais surtout. Alors, les Anglais, est-ce qu'ils sont européens Et surtout, c'était le problème. Les Russes demandaient à ce que les Anglais se retirent de OneWeb pour avoir l'autorisation de lancer la dernière Soyuz frégate qui devait les lancer, quoi. Donc ça le faisait pas, quoi. Cela dit, l'Europe, ça doit être un des continents les mieux connectés à l'Internet. Oui, je veux dire, en Europe, je veux dire, on prend la fibre. Bon, après ça, bon, la fibre, elle n'arrive pas à Val-d'Rôme encore, mais bon, il y a quand même une antenne à côté pour. Alors, je dirais ceux qui ont le bon fournisseur là, il y en a qui arrivent à avoir Internet assez facilement. Il n'y a pas besoin de. Voilà. Bon, ça va être l'heure d'apéro. Je vous remercie. Ça, c'est la comète Neowise là que j'ai mis en fond d'écran là. Donc ça, c'était autour du